Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vois? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour Maud, bonjour à toutes. C'est toujours la même vanne. Bonjour. Comment ça va ne ce change matin? pas, ça va et vous? Bah oui, le feu. Est-ce que vous avez un édito? Bah écoutez, surtout non, c'est pas vraiment un édito ce matin parce que je me faisais la remarque en écoutant différentes interventions médiatiques et en constatant surtout ce qui se passait dans l'actualité. Alors il y a évidemment plein de sujets importants dont nous parlerons tout à l'heure, mais il y a le sujet évidemment des agriculteurs, il y a le sujet autour de l'Algérie qui anime les plateaux de télévision et évidemment le cœur de la vie politique française, il y a ce qui se passe à l'Assemblée nationale et il y a, comme les fêtes de Noël, les grèves SNCF, parce qu'il faut le rappeler, depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève de la part de la SNCF, ce qui a le don de me rendre absolument fou furieux, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui reçoit près de 20 milliards d'euros de subventions publiques par an, qui est en grève tous les ans, dont le salaire médian est autour des 1900 euros. Alors évidemment, ce n'est pas faramineux, oui, il y a des métiers au sein de la SNCF qui sont compliqués, qui sont des métiers à pénibilité, qui sont des métiers compliqués. Simplement, comment ces gens-là peuvent-ils continuer de confisquer aux Français, des Français qui contribuent au financement de leur entreprise, comment peuvent-ils continuer à leur pourrir la vie à chaque fois à la même période, c'est-à-dire à Noël, au moment où les gens veulent se retrouver en famille, entre amis, les moments rares de convivialité dans ce pays. Et donc c'est vrai que, alors c'est peut-être un peu cliché, un peu caricatural, mais il faut le rappeler, la SNCF a ce don-là d'imposer en France cette culture de la gréviculture, pour reprendre une expression de Monsieur Attal, donc comme quoi parfois il y a des expressions qui peuvent être amusantes. Et voilà, c'était un peu l'indignation de ce matin, parce que je regardais ce matin en faisant ma veille presse, si je puis dire, que dès le 11 décembre, ils maintenaient leur journée de grève. Et je trouve ça absolument lunaire. Voilà, donc c'est pas vraiment un édito, mais c'est plutôt une indignation contre ces gens-là. Alors évidemment, il y a des contre-arguments à ce que je dis, mais je trouve ça absolument sidérant, d'autant que plein de jeunes ne peuvent pas voir leur famille, des personnes âgées sont isolées tout au long de l'année, et au moment où on peut enfin se retrouver, soit il n'y a pas de train, soit ils sont hors de prix. Donc voilà, c'est un peu le constat le constat partagé, j'imagine, par beaucoup, qui doivent vous emmerder aussi. J'imagine que vous partagez la volonté d'Éric Ciotti, de l'UDR, d'interdire les grèves pendant les vacances scolaires, C'est ce qui se passe en Italie. Je pense qu'il n'a pas totalement tort, du moins au moins à la période de Noël. Je crois qu'on passe notre vie à dire que le pays ne va pas bien et que les gens ne vont pas bien, qu'on a un pays sous antidépresseurs. Je crois que les antidépresseurs, c'est bien. Voir sa famille et ses proches, c'est mieux. Avoir cette convivialité autour de moments importants comme la fête de Noël, la nativité du Christ, je pense que ça reste le moment le plus important peut-être de l'année. Et là, non pas nécessairement d'ailleurs en tant que croyant, mais au moins en tant que citoyen. Donc voilà, je trouve ça lunaire. La seule bonne nouvelle dans cette fête de Noël qui arrive, c'est que le prix du foie gras baisserait de 5 à 6%. Voilà, info Le Figaro. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non, mais oui. Je me doute que c'est vrai, mais d'accord, non, merci c'est beaucoup totalement Stanislas. faux, Il est bizarre. Merci Stanislas. Bravo. Très bon. On a changé de... Très bien. Normalement, c'est dire qu'on est en retard dans l'émission, ça. Non, c'est pour faire un petit coucou à la SNCF, puisque vous en parliez à l'instant. Petite voix off aussi pour accompagner un peu le... Non, je ne vais pas la faire. Le train 6812, voilà, ça, non, je l'ai pas. Non, vous l'avez pas. Bon, tant pis. Ces grèves arrivent à un moment en plus assez critique côté agriculture, puisqu'il y a la mobilisation des agriculteurs d'un côté, les grèves SNCF de l'autre. C'est incomparable. Justement, est-ce que ça marque pas aussi ce côté pas absurde, mais enfin, je veux dire... Il y a des priorités, là, clairement. Les agriculteurs sont une priorité à cause des salaires, à cause du Mercosur. On parlera du Mercosur, justement. On peut en parler tout de suite, d'ailleurs. Hein. Les agriculteurs sont au pied du Parlement européen. Je ne sais pas ce qui vous arrive, Stanislas, ce matin. On a eu Sarah Knafo ce matin. Marie, vous pourriez peut-être dire un mot sur l'échange que vous avez eu, voir si Stanislas Rigaud est en phase avec Sarah Knafo. Le suspense est absolu. Et total. Par contre, on veut bien le micro pour Marie Falicon. Merci beaucoup. Je doute pas que vous serez d'accord avec ce qu'elle a dit. Alors d'abord, on a fait le constat d'un consensus assez inédit
sur 2 dossiers qui remuent l'actualité, à la fois évidemment la crise agricole et le Mercosur, mais aussi l'arrestation de Boualem Sansal. Et ce consensus est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que dans la classe politique, on voit que d'abord Sarah Knafo donc a réussi à faire inscrire dans les débats aujourd'hui en session plénière, donc ce soir, le thème de l'arrestation de Boualem Sansal au Parlement européen, cela avec l'accord de tous les groupes politiques. Et sur le Mercosur, on constate aussi que hier, les débats à l'Assemblée nationale proposés par le gouvernement Barnier ont donné lieu à un consensus pareil de tous les partis politiques contre évidemment cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Voilà, et puis évidemment avec Adèle on a mentionné cette image justement assez forte d'une certaine manière, en tout cas symbolique sur le dossier, de Manon Aubry aux côtés de Sarah Knafo, toutes les deux presque main dans la main, même si politiquement rien ne les rapproche. En tout cas sur l'agriculture, on a constaté que voilà, comme Manon Aubry, Sarah Knafo était évidemment contre. Donc ça c'était intéressant ce consensus. Bah écoutez, je suis d'accord, j'ai écouté ce matin comme très régulièrement évidemment votre antenne. C'est ce qu'on voulait entendre, c'est tout. Et voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée à vous, bon courage. Non, pour être très sérieux 2 secondes, oui, et d'ailleurs Sarah Knafo l'a rappelé, Sarah Knafo on a parlé hier, les autres députés au Parlement en ont parlé également. Les conditions pour les agriculteurs sont absolument désastreuses. Il faut le rappeler, on se retrouve avec des agriculteurs qui ont une double casquette et qui ont un double métier en réalité. Le métier évidemment de travailler la terre, de s'occuper des bêtes, de s'occuper des cultures. Et puis un autre métier, c'est celui de comptable, c'est celui de juriste, c'est celui d'être un administrateur de son exploitation. Et quand on sait que aujourd'hui le code de l'agriculture, c'est plus de 3000 articles et que nul n'est censé ignorer la loi, comment quand on bosse quasiment 14, 15 heures, parfois plus par jour, comment peut-on avoir le temps de gérer autant de paperasse? Comment peut-on gérer autant d'administration? Quand on sait qu'aujourd'hui on importe plus de 30% de notre viande alors qu'on est un pays avec une viande de qualité rare, peut-être la meilleure du monde, comment peut-on importer autant de viande? Et puis avec le Mercosur, la situation ne ferait que s'aggraver. Et puis il y a aussi la question du renouvellement des générations. Il faut le savoir, il faut le rappeler à chaque fois qu'on parle des agriculteurs, l'agriculture, au-delà du fait qu'il est important de protéger, de mettre en avant notre ruralité, notre savoir-faire, il y a aussi une question de souveraineté derrière tout cela. Si la France n'est plus capable de produire elle-même sa nourriture, sa viande, ses aliments, nous serons dépendants, et c'est déjà en train de se passer. Nous sommes dépendants de d'autres pays, de d'autres puissances. Et tout comme il n'est pas possible de l'être sur le plan énergétique, il n'est pas envisageable d'être dépendant de toute autre puissance sur le plan alimentaire et sur le plan de la souveraineté au niveau agricole. Et pour le renouvellement des générations, justement, on constate pour un point chiffre que pour 3 départs à la retraite d'agriculteurs, aujourd'hui, il y a seulement un jeune qui reprend une exploitation. Donc il y a évidemment un hiver démographique qui sévit aussi dans ce domaine-là. Juste pour continuer sur ce sujet, est-ce que vous pensez vraiment que la France peut encore porter la voix des agriculteurs à l'Europe? Est-ce que c'est à l'Europe que ça pourra se décider, ou est-ce que c'est en France? C'est-à-dire que si jamais on ne peut pas soustraire la France de cet accord, ou si jamais on ne peut pas exclure le domaine de l'agriculture des accords de libre-échange, alors est-ce qu'il ne faut pas tout simplement envisager de quitter l'Europe? Mais écoutez, pour moi c'est toujours la même chose avec ce sujet, c'est-à-dire que moi j'ai aucun problème et aucun tabou sur le principe du Frexit, c'est-à-dire que je me couche pas le soir encore une fois avec sur ma table de nuit une photo du Parlement européen en rêvant inlassablement. Simplement, nous sommes la France, nous sommes la deuxième contribution nette au budget du Parlement européen. Nous avons une puissance militaire, la seule d'Europe qui existe réellement. Nous avons un poids international, même s'il est en baisse, on parlera dans le cas de l'affaire de Boualem Sansal. On n'est pas n'importe qui, donc si demain nous avons des conditions, nous pouvons le faire simplement. Nos dirigeants depuis tant d'années, et on l'a vu dans le cas de l'affaire avec Stéphane Séjourné et Thierry Breton, nous avons des dirigeants, des présidents de la République qui se succèdent et qui se ressemblent, qui ont la même volonté, c'est d'inscrire la France comme le meilleur élève de l'Union européenne, contrairement aux Allemands qui ne défendent que leurs intérêts, et ils ont bien raison. Alors c'est-à-dire que oui, ils nous agacent, on est en désaccord avec eux, mais eux protègent leurs intérêts. Et nous devrions être dans ces mêmes logiques, et donc peser au niveau national pour changer les choses. Après, au niveau du Parlement européen, il faut se réjouir que les élus français, visiblement tous, ou en tout cas ceux présents, se mobilisent pour la cause des agriculteurs. Ils n'ont pas évidemment tous les mêmes solutions, mais en tout cas, ils ont au moins le même constat. Et puis sur le renouvellement des générations,
il y a, sur le manque d'agriculteurs en France, point chiffre également en un mot, et je crois que Sarah Knafo l'a rappelé, dans les années 80, il y avait, depuis les années 80, nous avons perdu près de 66% nos agriculteurs. Mais là, il y a deux choses à dire là-dessus, très rapidement. La première, c'est que la robotisation, la modernisation peut permettre évidemment aux exploitations d'être entretenues avec moins de personnel. Ça, c'est le premier élément. Et il faut justement être un pays moderne qui va dans ce sens de l'innovation. Je prends l'exemple du Japon qui a choisi la robotisation, alors peut-être à excès, peut-être à outrance, mais en tout cas qui lui permet de se développer. Et de l'autre sujet, il y a évidemment l'orientation des jeunes, l'encouragement à y aller, encourager à être agriculteur. Mais pour cela, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier, c'est sur les droits à la succession, qui sont absolument lunaires. Le deuxième, c'est évidemment de respecter les agriculteurs. Quand il y a un suicide, je crois que c'est une étude de 2019, tous les 2 jours d'agriculteurs, comment peut-on donner envie à un jeune de l'être? Et troisièmement, évidemment, arrêter de leur faire ce double métier. C'est-à-dire que si le jeune il va être comptable, encore une fois, il va faire des études de comptabilité. Il va pas se lever à 5h du matin pour apprendre son tracteur et s'occuper de ses champs. Voilà, donc il y a évidemment des grands chantiers. C'est une liste non exhaustive, mais il y a évidemment ce grand sujet que l'on doit prendre en compte. Il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé, ce sont les municipales et l'annonce d'Anne Hidalgo qui, je pense, fera sourire pas mal de personnes autour de cette table, qui ne se représentera pas en 2026. Je vous vois déjà, je ne sais pas ce que vous regardez, mais qui a annoncé donc qu'elle transmettait en tout cas pas le mandat, le flambeau, voilà, oui. à son adjoint Rémi Féraud, pardon. Meilleur à qui face à Anne Hidalgo? Parce que c'est ça l'autre question quand même. Est-ce qu'on risque quand même malgré tout d'avoir ce Rémi Féraud prendre effectivement véritablement le flambeau en 2026? Est-ce qu'on peut espérer qu'à droite il y aura une personnalité suffisamment connue, puissante en tout cas parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la droite, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, pour le Rassemblement national, le candidat, c'est Thierry Mariani. Mais est-ce que Reconquête, par exemple, présenterait quelqu'un à la mairie de Paris? Alors oui, nous présenterons vraisemblablement quelqu'un. Qui n'est pas encore décidé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Thierry Mariani soit... S'il est désigné tête de liste ou il est responsable de la Fédération de Paris. Normalement, il devrait l'annoncer officiellement, mais sauf qu'on le sait depuis des mois. C'est-à-dire qu'a priori... C'est un secret pour personne. Il est pressenti. Thierry Mariani est pressenti. Bah écoutez... plusieurs choses. Alors, qui sont les candidats? Évidemment, il y a le proche, le poulain d'Anne Hidalgo, qui n'encourage rien de bon et n'augure rien de bon, même si elle gagne quand même, donc il faut quand même se poser la question. Mais à gauche, c'est en train de se déchirer. C'est-à-dire qu'Emmanuel Grégoire, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, lui aussi est candidat. Féraud et lui disent la même chose, à savoir on veut une liste d'union sans les LFI. Alors ça va être intéressant aussi à suivre. Et j'espère que chacun note sur son carnet, sur son téléphone, où vous voulez, ces déclarations. Et on verra au moment du scrutin s'ils sont toujours sans LFI. Premier élément. Deuxième élément, en effet, il y a un sujet au centre, parce qu'il y a Madame Dati, maire du 7e arrondissement. Mais ce qui se dit, c'est que Clément Beaune, Gabriel Attal lorgnent un peu sur ce qui est réputé comme être le plus beau bureau de la République, en l'occurrence dans le bureau de la mairie de Paris. Il y a le sujet de nos camps. Typiquement, vous parliez de Reconquête, Marie, vous avez raison. Reconquête, à Paris, fait des très bons scores, notamment eu égard aux résultats sur le reste du territoire, c'est des très bons scores. Je vous prends l'exemple de l'Ouest parisien, à l'élection présidentielle, ça approche les 15, parfois même 16% dans certaines circonscriptions. Donc il y a un grand sujet à Paris, une division à gauche qui est en train de se mettre en place, et une guerre qui se profile, puisque d'autres personnalités aussi, apparemment comme Sandrine Rousseau ou d'autres, seraient intéressées. Et on va avoir les 3 blocs. Sauf que dans les 3 blocs, il risque d'avoir 3 divisions. Ouais. Et la question, c'est de savoir comment on arrive à Paris. Parce que Paris, vous voyez, l'élection sera en 2026. Symboliquement, le store qui sera fait par l'un des camps augurera peut-être beaucoup de choses aussi pour la présidentielle. Non pas sur le score du premier tour, par exemple, mais sur les dynamiques potentielles au second tour. C'est-à-dire que si l'on arrive, par exemple, dans le camp national, à droite, avec Reconquête, par exemple, à obtenir un grand score, c'est des réserves de voix pour la présidentielle que nous n'avions jamais eu auparavant. C'est-à-dire que Paris est une zone historiquement faible. Et moi, je le dis d'ailleurs à votre antenne ce matin, aux Parisiens, qui habitent, aux jeunes, aux moins jeunes d'ailleurs, qui habitent à Paris actuellement, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale à Paris, et qui de toute façon n'iront pas voter chez leurs parents, ou qui n'iront pas voter dans l'endroit où ils sont inscrits. Inscrivez-vous à Paris. Parce que je ne connais personne dans cette ville qui apprécie Anne Hidalgo, et c'est Anne Hidalgo qui gagne. Parce que l'autre sujet qui va se poser à nous, également, c'est son bilan désastreux. Alors il y a
le rat qui cache la forêt, avec en l'occurrence les Jeux Olympiques. Ça c'est vrai, c'est que les Jeux Olympiques lui ont permis d'avoir une espèce d'assise, ou en tout cas de pouvoir dire que ça se passait correctement, mais c'est pas simplement du fait d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'on a eu l'État français entier pour assurer des Jeux Olympiques corrects. C'est parce que nous avons eu toutes les forces de l'ordre du pays et de d'autres pays pour assurer la sécurité que ça s'est bien passé. C'est parce qu'on a eu un État au diapason que la situation s'est bien passée, et parce que beaucoup de Parisiens n'étaient pas là. Oui, parce que pour les quelques Parisiens présents, c'était un bordel monstre quand même. Hein. Ça pouvait être compliqué. Ça dépendait où vous habitiez. Mais... Non, mais voilà, c'était une période où on était, etc. Mais donc il y a ce sujet-là. Paris, c'est la vitrine du pays. Et puis l'idée quand même est de prendre Paris avant de prendre le pays en 2027. Alors l'autre actualité concernant les municipales, c'est Marseille et Stéphane Ravier qui a lancé un appel pour cette union des droites pour la mairie de Marseille qui veut enterrer la hache de guerre avec les élus du Rassemblement national, avec Franck Alizio pour ne citer que lui. Est-ce que ça a des chances d'aboutir ou pas là, tel que vous voyez les choses? Écoutez, c'est toujours la même chose, hein, vous savez. Est-ce que c'est souhaitable? Oui. Est-ce que c'est réalisable? Peut-être. Est-ce que ça se fera? Je n'en sais rien. Ouais. Maintenant, moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Ravier, pour être allé quelques fois maintenant depuis quelques années à Marseille le voir. Et c'est de toute façon indéniablement un combattant pour cette ville de Marseille qui est l'ombre de ce qu'elle pourrait être. Oui, il y a Franck Alizio, il y a aussi justement le parti Reconquête qui fait aussi des très bons choix avec une très bonne fédération. Il y a ces sujets-là. Il reste un an, un peu plus d'un an encore pour... Un peu moins d'un an, parce que les élections seront au mois de mars 2026, donc un peu moins d'un an pour constituer les listes, s'organiser. De toute façon, oui, si l'on veut réitérer l'exploit d'un Stéphane Ravier en 2014, à savoir prendre une mairie de secteur, ça ne se fera pas sans discussion. Ouais. Mais encore une fois, il y a 36 000 communes dans ce pays. Il est impossible, et physiquement évidemment, et politiquement pour un parti d'investir les 36 000 communes. Il y a des accords intelligents à trouver sur une ville comme Marseille, comme sur une ville comme Paris. Il y a des personnalités de talent qui se complètent. D'ailleurs, je crois que ça peut être le cas à Marseille entre les différents partis et les différentes personnalités. Après, voilà, moi, vous savez, c'est un peu comme les Corses. Il ne faut pas forcément trop se mêler des affaires des Marseillais pour ne pas avoir de problème. Et puis, je compte pouvoir revenir sur la Canebière au Vieux-Port tranquillement. Donc, je ne vais pas me mettre Stéphane Ravier à dos. On ne souhaite de toute façon qu'un maire comme Stéphane Ravier pour défendre des Marseillais ou des personnalités courageuses. Franck Alizio, je crois, fait un bon travail. La Fédération Reconquête fait un très bon travail. Il y a des choses à faire. Une autre actualité, cette fois c'était à Romans-sur-Isère, une manifestation interdite, une manifestation qui devait permettre de rendre hommage à Thomas, qui avait été tué à Crépol il y a un an. Cette manifestation n'aura pas lieu, a priori, elle a été interdite. Il y avait d'autres manifestations organisées, d'ailleurs des contre-manifs même, ça on peut quand même le préciser, de gauche en fait, qui ne voulait pas permettre aux droitards en gros de manifester, de tenir des slogans racistes, tout ça, enfin voilà, l'éternel... refrain. C'est grave que cette manifestation soit interdite, Stanislas Rigaud? C'est non seulement grave, scandaleux, hypocrite, pour les premiers éléments, d'autant qu'encore une fois, c'est toujours le même sujet, mais en miroir, nous avons Madame Hassan qui, interdite Sciences Po, sera finalement dans la possibilité de s'y rendre, et à Strasbourg et à Paris. Et après tout, on avait déjà eu le sujet, je crois, la semaine dernière. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser exactement sur la ligne à tenir, mais en tout cas, le fait est que la justice a été de son côté. De ce que je sais, pour avoir discuté avec quelques personnes qui ont organisé ce rassemblement à Romans-sur-Isère, il y a des recours, des voies de recours qui sont actuellement en train de... Il y a un référé liberté. Un référé liberté, C'est ce qu'on m'a expliqué. Et après, surtout, on parle de rendre hommage à une victime. C'est-à-dire que même si les slogans qui seront affichés ne conviendront pas ne seront pas ceux du préfet, après tout, pourquoi ne pas les autoriser? Je ne crois pas qu'il y ait des choses illégales dans ce qu'ils vont faire. À l'inverse, et là c'est une question qu'il faudrait poser aux autorités sur place, ont-ils peur d'un trouble à l'ordre public? Si oui, de la part de qui? De la part des manifestants, qui seront vraisemblablement pacifiques et qui auront des slogans dans la légalité républicaine, ou alors des personnes habitant à Romans-sur-Isère qui ne supportent pas ni les rugbyman ni les manifestants voulant rendre hommage à une victime. Je laisse le soin aux auditeurs de décider de
qui essaie de... Oui, parce que ça, effectivement, les élus ne le disent pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de précision, même de la part de Marie-Hélène Toraval, connue pour ses positions justement là-dessus, tout ça. Là, on n'entend plus personne. Par contre, c'est vraiment le trouble à l'ordre public qui est posé sur la table, et c'est d'autant plus honteux. En fait, c'est l'État est censé devoir assurer justement ce droit à manifester. Donc, si l'État interdit cette manifestation pour cause de troubles à l'ordre public en raison des contre-manifestations qu'il pourrait y avoir, parce qu'en fait, clairement, il y a eu des appels même à descendre des cités pour faire opposition. C'était sous-entendu, pardon. Dans ces cas-là, ça veut dire que l'État manque à son devoir et condamne des citoyens qui, dans la légalité, déposent des manifestations pour des sujets plus que légitimes, pour pouvoir éviter le soulèvement de personnes qui, elles, n'ont que faire justement de toutes ces dispositions légales. Et je pense que ça traduit justement une situation plus générale en France où on en est déjà au stade des concessions et on rogne sur nos libertés justement pour éviter un embrasement qui pourrait se faire à échelle locale à Romans-sur-Isère, mais qui pourrait prendre des proportions bien plus grandes si jamais ça se faisait dans un autre cadre à échelle nationale. On aurait aimé en tout cas des réactions plus claires des élus qui veulent interdire du préfet. C'est le préfet qui interdit. Le procureur, enfin oui, c'est le préfet. Bref, peut-être qu'on en saura davantage un jour. En tout cas, une autre actualité aussi qu'on doit traiter, qu'on a traité assez souvent depuis hier, c'est l'arrestation de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien arrêté en Algérie. Alors, il y a plusieurs façons de traiter le sujet parce que ce matin, par exemple, on avait Pierre Martinet, l'ancien agent de la DGSE, qui lui parle d'une prise d'otage. Parce que l'arrestation n'a pas été déclarée à l'origine. Il a fallu aller chercher l'information pour que l'État algérien fasse un communiqué en disant effectivement il est chez nous. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel mot peut-on mettre sur cet événement? Prise d'otage, alors évidemment j'ai aussi écouté l'entretien avec Pierre Martinet. Il a sûrement et non seulement peut-être des informations que je n'ai pas et surtout une expérience que je n'ai pas. Ce que je vois surtout, c'est que la France, pour le moment, et je dis bien pour le moment, est à genoux face à un État algérien qui nous crache de plus en plus dessus sans faire semblant de le faire. On espère, et c'est tout l'art de la diplomatie des affaires étrangères, en tout cas comme le prenait Jacques Bainville, que toutes ces négociations puissent se faire en toute discrétion et de façon le plus efficace possible pour la vie de Boualem Sansal et pour les intérêts français. Maintenant, l'impression qu'on a, c'est que depuis maintenant quelques années, les Algériens nous font payer, on devrait ne rien avoir à payer pour l'Algérie, mais nous font payer leur haine et leur ressentiment à notre égard. C'est-à-dire qu'ils ont trois entités qu'ils détestent de toute façon, c'est les Marocains, les Israéliens et les Français. Alors avec les Français en numéro 1, et on se retrouve la cible et les victimes, et sur les affaires internationales, et au sein de notre pays, de la politique algérienne et de leur envie de nous pourrir et de nous rabaisser plus bas que terre. Donc de toute façon, ça va être un bras de fer. C'est le cas de Boualem Sansal aujourd'hui le dépasse. C'est l'image de la France qui est en jeu. C'est l'image de la France qui est en jeu à l'international. Et il va falloir que nos services, que notre diplomatie soient les plus efficaces possibles. Il n'est pas possible qu'un homme qui a reçu la Légion d'honneur de la part du président de la République il y a peu soit dans des geôles algériennes pour avoir tenu des propos qui ne conviennent pas à un État algérien. Mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est lunaire. Dans le même temps, lors des émeutes de 2023, l'État algérien s'était indigné du traitement des émeutes et surtout de la mort de Naël. Et la France, à ce moment-là, n'avait rien dit. Mais pour qui se prennent-ils? C'est-à-dire que ces gens-là qui doivent énormément à la France sur leurs infrastructures, qui doivent énormément à la France pour l'efficacité, notamment médicale, que nos ancêtres leur ont prodiguée pendant des années, sont encore à nous cracher dessus pour masquer en réalité des insuffisances cruelles et réelles de leur propre pays. Il n'y a qu'en Algérie où le ressentiment anti-français est aussi fort. Et je crois que la réponse doit être à la hauteur de l'affront qui nous a été fait. Justement, vous parlez d'un bras de fer entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est véritablement en position de force dans cette histoire? Parce que, de fait, il y a tous ces reproches de l'Algérie faits à la France, elle-même repentante, qui s'excuse en permanence. Ils ne s'excusent pas pour le FLN. Est-ce que la France va, là, dans ce cas précis, il y a quand même... c'est un ressortissant français, franco-algérien, qui est arrêté en Algérie. Qu'est-ce qu'on attend de la France, là? Ah mais attendez, alors attendez, deux choses l'une. Soit on n'a plus
de levier d'action et de moyens d'action. Et dans ce cas-là, on est vraiment foutu et on a un pays non plus seulement du tiers-monde, mais on est encore dans une catégorie en dessous. Bon bah voilà, et on l'actera. Soit on a des moyens d'action, c'est-à-dire que il y a des moyens d'action, que ce soit sur les visas, que ce soit sur Western Union, que ce soit sur les dirigeants algériens qui nous crachent dessus, mais qui sont bien contents d'aller se faire soigner dans nos cliniques privées, pour les Algériens qui possèdent des biens dans notre pays. On l'a fait pour les oligarques russes. Rien ne nous empêche aujourd'hui de dire on confisque. Il y a études, tous les policiers qui envoient leurs enfants. Leurs gamins, parce qu'en fait, c'est pas Polytechnique off Alger qui forment leurs élites. Donc à un moment donné, oui, il y a des moyens d'action. Donc ils veulent jouer à ça, il faut jouer. Mais le problème, et là on y revient toujours et inlassablement, c'est que c'est pas tant le rapport de force avec l'Algérie qui terrifie nos dirigeants actuellement. Je vous parle pas de la repentance qui pendant des années était le fer de lance de notre lâcheté. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une rue arabe. Et pour reprendre cette expression, bien connue, aujourd'hui, on le sent et on le sait. Si Emmanuel Macron fait preuve, les politiques en général, d'autant de frilosité à l'égard de ce pays, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a une rue algérienne et que les Algériens peuvent être, euphémisme, excusez-moi, un petit peu sulfureux dans leur manière d'exprimer leur patriotisme. Si demain Emmanuel Macron prend clairement position, et on espère qu'il le fera quand même au sujet de Boualem Sansal, on peut craindre des émeutes par exemple. Mais pas tant. D'ailleurs, il faut regarder les réactions de la gauche. Hein. Toujours pareil. Ça, oui. C'est la boussole, enfin en tout cas de l'extrême gauche clientéliste, c'est la boussole en fait, c'est notre boussole. Dès que vous voyez que la gauche ne réagit pas à un sujet, en tout cas la gauche LFiste ne réagit pas à un sujet, c'est que ça gêne leur électorat. C'est pas compliqué, c'est la boussole, c'est notre boussole. C'est-à-dire que si vous voyez Mélenchon dire qu'il faut libérer Boualem Sansal dans l'immédiat, là vous vous dites ok, bon c'est plutôt safe. À l'inverse, si vous ne voyez aucune réaction de la gauche, comme c'est le cas, Amnesty International non plus n'a pas répondu, c'est parce que ça les dérange. Sur le service public, on a des gens qui ont comparé Boualem Sansal à Éric Zemmour et en se réjouissant quasiment de ce qui arrivait à Boualem Sansal, du style après tout il avait un peu cherché. Mais pour qui se prennent ces gens ? C'est-à-dire que si vous êtes attaché, et puis mais c'est toujours pareil, prendre des leçons de la part d'un pays là-bas, il faut bien l'avoir en tête. Éric Zemmour le rappelait très justement dans un entretien hier, les chrétiens n'ont pas le droit de pratiquer leur religion. Et eux, c'est les mêmes Algériens en France qui vont pleurer pour l'islamophobie supposée des Français. Donc à un moment donné, oui, il y a des choix à faire, des décisions fortes, mais de toute façon, cette fameuse rue arabe, en tout cas, ces risques d'émeute, on l'aura pour 90% des sujets qui permettront de stopper l'invasion migratoire et sécuritaire du pays. Donc que ce soit pour Boualem Sansal ou pour un autre, à un moment donné, il va falloir aussi être capable de se dire oui, on aura sûrement des émeutiers, mais on a les capacités encore aujourd'hui, je le crois, de les en empêcher. Donc ne repoussons pas éternellement le problème. Derrière cette question, on peut aussi se poser celle, on en parlait hier, du problème que peut poser aussi la double nationalité. En l'occurrence, Boualem Sansal a été naturalisé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée entre son domicile et ses attaches en Algérie, son amour pour la France évidemment, et peut-être que derrière, il y a aussi la question de la double nationalité. Effectivement, est-ce que c'est encore possible de la maintenir, vu que derrière peut se poser la question, on en parlait pour Pierre Martinet en tout cas, d'une prise d'otage. Est-ce que c'est un Français qui est pris en otage ? Est-ce que c'est un Franco-Algérien ? S'il est algérien, bon voilà. Il y a toute cette question de la double nationalité. Oui, alors c'est un sujet, c'est vrai, mais je crois qu'indépendamment de sa double nationalité, c'est tout simplement un symbole, Allez, voilà, pour prendre la chose différemment. On passe notre vie en France, quand on est contre l'immigration, à se voir opposer comme argument celui du droit d'asile, expliquant que la France est une terre d'accueil, est une terre de liberté. Très bien. Depuis des années, le droit d'asile a été dévoyé. Pour reprendre pareil un exemple connu, le droit d'asile, c'est Victor Hugo ou Solzhenitsyn. Ça, c'est du vrai droit d'asile. Dans le cas de Boualem Sansal, on s'approche de ce type de personnalité. C'est-à-dire qu'indépendamment de sa double nationalité, il représente quelque chose. Il a reçu la Légion d'honneur. Il a tenu des propos sur la liberté, des propos sur la situation en Algérie. Tout cela devrait déjà suffire pour demander et exiger sa libération. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas simplement le problème des minorités chrétiennes, minorités de plus en plus minoritaires, qui ne peuvent pas exercer leur culte. Il n'y a pas simplement le fait que l'on se prenne des crachats à la figure. Il y a ce problème de liberté d'expression. J'ai lu, et on en parlait je crois il y a 2 semaines, le prix Goncourt, Kamel Daoud, Ouris. Lui aussi,
il n'a pas intérêt à retourner en Algérie. Lui qui reçoit le prix Goncourt. Les Algériens qui passent leur vie à demander à ce qu'on les reconnaisse, qu'on les respecte, ils ont un prix Goncourt. Mais le prix Goncourt, le problème, c'est qu'il parle de la deuxième guerre d'Algérie. Et qu'il parle des massacres. Ah bah là, on n'en parle pas. Et ce qui est amusant, c'est que les Français, qui passent leur... Enfin, les Français du service public ou de la gauche, qui vantent le nationalisme algérien, sont les premiers à cracher sur notre nationalisme à nous. C'est-à-dire que nous, nationalistes en France, nous n'avons pas le droit de l'être. En revanche, quand il s'agit d'entretenir le mythe de l'histoire algérienne, de la grandeur algérienne, qu'ils ont bien le droit d'exercer chez eux. Alors là, ça pose aucun souci. Mais moi, vous savez, j'ai aucun problème à ce que les Algériens soient fiers d'être Algériens et qu'ils veulent l'Algérie aux Algériens. J'ai aucun problème à ce qu'ils appliquent leur politique chez eux. Simplement, leurs ressortissants en France doivent se tenir correctement et évidemment, leurs dirigeants n'ont pas à profiter de nos largesses. Merci beaucoup Stanislas Rigaud pour cette édition. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, nos chers auditeurs, vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces éditions sur notre chaîne YouTube.